La perversion ne se réduit pas à la cruauté, ni à la manipulation d'un autre. Elle est une architecture intérieure, une manière de se tenir face au manque, face au vide fondateur que tout sujet humain porte en lui. Freud disait que le pervers ne refuse pas la loi, il la contourne. Là où le névrosé souffre de son désir, le pervers en jouit. Il se fait artisan de sa propre loi, maître d'un monde qu'il organise selon le plaisir de ses pulsions. L'enfant, dans la découverte de la sexualité, rencontre tôt ou tard un interdit, celui du corps de la mère, celui du pouvoir du père, celui de la castration symbolique. C'est là que tout se joue. Le sujet névrotique intègre la loi, s'en culpabilise et en souffre. Le pervers, lui, refuse la castration. Il ne veut pas savoir que quelque chose manque. Il s'en protège en érigeant un théâtre où la jouissance devient une mise en scène du pouvoir, de la transgression et du contrôle. Lacan dira que le pervers n'est pas hors du symbolique, il en est le serviteur inversé. Il fait de l'autre l'objet de sa jouissance, tout en se plaçant lui-même en instrument de la loi. Dans le sadomasochisme, cette dynamique se révèle avec une clarté troublante. Le bourreau et la victime sont deux pôles d'une même structure. Le sadique jouit de dominer, le masochiste de souffrir, mais dans les deux cas, l'autre n'existe plus que comme support de jouissance. Ce n'est plus le lien, mais la tension qui devient le moteur du désir. Otto Kernberg, de son côté, relie cette structure à des failles profondes du narcissisme. Le pervers narcissique, figure moderne et psychologisée, n'est qu'une variation de cette structure. Là encore, il s'agit de nier la dépendance à l'autre, de transformer l'amour en pouvoir, le lien en possession. Ce sujet ne supporte pas la réciprocité, il veut être adoré, craint, admiré, jamais vulnérable. Il ne peut aimer qu'à travers le contrôle. Le sadomasochisme devient ici la métaphore de sa relation au monde. Il faut dominer pour ne pas être dominé, séduire pour ne pas disparaître, jouir pour ne pas ressentir. Derrière le masque du charme ou du sarcasme, il y a une angoisse primitive, celle d'être dévoré, annihilé, de ne pas exister dans le regard de l'autre. Mais comment vivre face à un tel sujet? La première erreur serait de croire qu'on peut le sauver. La perversion n'est pas une maladie passagère, elle est une organisation défensive, solide, lucide, terriblement cohérente. Elle ne guérit pas par la morale, mais parfois dans la lenteur d'un travail analytique, elle peut se fissurer. Quand le sujet découvre que son pouvoir n'est qu'un masque contre sa peur, alors peut-être un autre rapport à l'autre devient possible. Le remède n'est pas dans la rééducation, mais dans le désarmement du fantasme. Faire tomber la jouissance de sa toute-puissance, réintroduire le manque, la limite et la parole vraie. Cela ne se fait pas par la confrontation, mais par la parole, par le transfert et par le retour du réel. Au fond, la perversion c'est le refus de la fragilité. C'est la terreur de dépendre, de désirer et d'aimer. Et c'est pour cela qu'elle fascine tant. Elle nous montre ce que nous redoutons le plus, cette part en nous qui voudrait ne jamais souffrir, ne jamais perdre et ne jamais manquer. Comprendre le pervers, ce n'est pas le juger, c'est reconnaître en lui une tentative tragique de se protéger du vide. Mais la vie n'existe qu'à travers ce vide. C'est dans ce creux, dans ce manque, que naissent l'amour, le désir et la joie d'être vivant.